L'amour, dit-on, fut l'inventeur du dessin. Que celle qui traçait avec tant de plaisir l'ombre de son amant lui disait de choses. Quels sons eût-elle employés pour rendre ce mouvement de baguette? Qu'est-ce que le mot? Qu'est-ce que le concept de dessin nous donne à voir? Qu'est-ce que le mot? Qu'est-ce que le concept de trait nous donne à voir dans un dessin? Ou, comme le demandait Wittgenstein, comment un concept en vient-il à faire partie de ce que l'on voit? Que voyons-nous quand nous prétendons considérer un dessin pour lui-même? Abstraction faite de ce qu'il représente, si la chose a un sens. Que voyons-nous vraiment? Que voyons-nous vraiment? Le trait est ce qui semble dans un dessin la donnée première, l'élément le plus simple. Une trace qui conserverait quelque chose du mouvement qui l'a engendré. Et que serait un trait au cinéma? Qu'est-ce que le cinéma peut nous donner à voir du trait? Le mouvement du pendule de Foucault, le temps qui est celui de ce mouvement, le temps de son inscription, le mouvement, le temps de la rotation de la Terre, le temps d'un tracé. Qu'est-ce que le cinéma peut nous donner à voir du trait dans un dessin? Sinon précisément ce que le dessin ne donne pas à voir. Le mouvement qui est celui de la main, le temps qui est celui du tracé. Qu'un artiste comme Lucio Fontana en soit venu dans les années 60 de ce siècle à entailler, à inciser une toile blanche tendue sur un châssis, c'est là un trait d'époque. Et cependant, le trait a toujours été pensé en Occident comme une violence, un attentat, une incision pratiquée à même le support, à l'aide d'un instrument pointu. Un stylet, une pointe de métal, la pointe d'un crayon. Comme s'il fallait cette estafilade, cette fente, pour considérer à travers elle ce qui va suivre. La toile fait écran, l'acteur crève l'écran. Pinceau. La peinture chinoise accorde une place centrale au trait, dans la double acception du terme graphique et linguistique, ou à tout le moins scriptural. Trait, mais trait de pinceau. Trait de pinceau à l'encre. Un seul mot pour écrire et pour peindre. Un seul trait
Un unique trait de pinceau révélait, dit-on, un maître. La peinture de bambou, ou l'origine rêvée de la peinture. Chaque feuille de bambou est traitée d'un seul trait de pinceau, tantôt court, tantôt aigu, par paquets, la tige n'apparaissant pas, les valeurs de l'encre du noir intense au gris étant là pour signifier l'espacement. Le bambou est saisi comme à travers son ombre projetée sur un écran, réduit à son essence abstraite. D'où l'apparence d'extrême modernité d'une peinture qui opère en fait au plus près de la calligraphie, de l'écriture d'herbe. Mais il se peut, aussi, que les feuilles étant tracées d'une seule venue, les tiges le soient d'un trait interrompu, laissant voir les nœuds du bois, ce qui correspondrait à une manière d'écriture plus régulière, sinon académique. Contour. La tradition chinoise associait l'idée du trait à celle du paysage et de ses éléments constitutifs. Les bambous, les rochers, les montagnes. Le paysage dont l'unique trait de pinceau ouvrait l'espace ou le champ. La tradition occidentale y reconnaît l'élément générateur de la figure et par priorité de la figure humaine. Le dessin, le trait, la ligne, serait né en Occident du geste d'une jeune fille de Corinthe qui aurait su tracer, la première, le contour de l'ombre de son amant telle qu'elle se projetait sur le mur à la lumière d'une chandelle. Le trait étant d'abord trait de contour, tracé à l'aide non du pinceau, mais d'une pointe, celle du stylet ou du crayon. Après Piero di Cosimo, après Filippino Lippi, Léonard de Vinci. Le trait, dans ce qu'il a d'ouvert, est d'indéfini. Je peux en jouer à mon tour et le voir comme le contour d'une forme qui ne correspondrait à rien d'identifiable, une forme en négatif, prélevée à même le fond. Quand en marge du visage d'un jeune homme aussi aimable que l'était l'amant de la fille de Corinthe, ne surgit pas, tel un mauvais rêve, la bouche édentée d'un vieillard. Goya, vieille femme disant son chapelet. Autre figure d'une humanité décrépite, penchée sur son ombre informe, tel Narcisse considérant son image portée sur les eaux. Quelle folie, dit la légende, de penser encore au mariage. Et Goya, la veuve. Dubuffet, à côté d'un Tintoret. Corps de dame. Retour en force du trait par-delà l'idéal néoclassique. Ici, c'est moins le corps de la femme qui est bafoué que l'idée qu'il puisse se laisser contenir dans les limites d'un strict contour. Ce qui ne va pas sans révolution et débordements internes. Et là-bas, un autre corps de dame, une photographie de Man Ray. Ici, par le procédé dit de la solarisation, le photographe obtient un trait de contour qui n'existe pas dans la nature. Géométrie.
C'est le contour, disait Alberti, qui donne leur nom aux figures et aux corps tels qu'ils se laissent ramener en projection sur le plan à un assemblage de surfaces, elles-mêmes planes. Du Masocchio vu en perspective d'Uccello, on entrevoit un peu moins de la moitié des 128 facettes. Le trait se réduit ici au réseau des lignes d'une extrême finesse tracées d'un point à un autre. En Occident, la peinture n'a pas cessé, dès l'origine, d'entretenir un rapport, fondateur autant que polémique, avec la géométrie, au point que le dessin y soit comme hanté par une rêverie de la ligne, portée à sa limite, une ligne sans épaisseur ni aspérité, qui serait comme le destin du trait. La main levée de l'Hercule mourant de Carache est comme happée par le tracé perspectif avec lequel elle interfère. Une étincelle, un court-circuit entre deux régimes du trait, le trait de figure et le trait de géométrie. Mais il se peut aussi que le trait fasse retour sous la ligne, ainsi qu'il en va chez le Sueur, quand le trait de géométrie qui correspond à la construction de la scène sur laquelle prend place l'histoire s'imprime en surcharge, sur les figures. Jusqu'à ce détail de l'histoire d'Alexandre et de son médecin Philippe, où le pied du lit fonctionne comme un poinçon, un traçoir, dont semblent procéder mécaniquement les lignes qui envahissent la surface. Trait pour trait. Ne pourrait-on tenir pour un cas de démence celui où un homme, reconnaissant dans un dessin le portrait d'un de ses amis, s'écrirait « C'est monsieur un tel ». Il doit être fou, dirait-on. Il voit un homme là où il n'y a que des traits noirs sur une feuille de papier. Ça, c'est Wittgenstein, les remarques sur la philosophie de la psychologie. Mais ne pourrait-on tenir pour une forme inverse de folie le fait de vouloir, considérant un portrait, n'y voir que des traits noirs sur une feuille de papier, indépendamment de ce qu'il peut représenter ou signifier? La caricature a affaire non de lignes, mais de traits. La charge, ou comme disent les Italiens, le caricare. Expression. Expression. Les deux objets de l'expression, la passion, le mouvement, soit deux espèces de transport, l'un dont on peut lire les effets sur les traits du visage, l'autre dans les mouvements du corps. Comment représenter, comment signifier par les moyens statiques, qui sont ceux du dessin, la passion, le mouvement? La passion, le mouvement, sont-ils choses que le dessin puisse donner à voir? Ou n'en peut-il proposer que les signes? Lebrun et son alphabet des passions. Chacune des affections de l'âme, l'admiration, le désir, l'espérance, la jalousie, la joie, se signale par un ensemble de traits distinctifs. Mais les noirs, que faire des noirs dont les traits n'ont rien d'académique? Et les chats de Jéricho, les chats ont-ils des passions? Les chats ont-ils une âme? Qu'un artiste comme Daumier, qui aura tâté de la caricature, ait été tenté de renouer avec ce qui peut faire, en deçà du travail de la ligne, la dynamique propre du trait, c'est ce que démontre son étude de danseuse. Ici, ce n'est pas seulement la figure qui se retourne sur elle-même, mais le trait qui l'enveloppe, qui se reprend, se redouble, se tord, se renverse, ainsi que le fait le corps.
Exprimer la passion, le mouvement, voilà, disait l'abbé Vatelet, l'un des rédacteurs de l'encyclopédie, qui peut sembler aller au-delà des moyens de l'art. Et pourtant, cet effet existe. À preuve, cette feuille d'étude de Ingres, pour le Romulus, vainqueur d'Acron, ou comment l'effet de mouvement procède, comme il en ira chez les futuristes, d'un décalage, d'une variation, d'une progression dans la répétition. Histoire. Si le dessin se confondait avec le trait, si le trait était le tout du dessin, l'histoire aurait à connaître de l'un et de l'autre dans les mêmes termes. On ne saurait traiter du trait de façon plus ou moins systématique sans être conduit à assigner ses limites à ce qui s'en donnerait pour l'histoire. Sans exclure pour autant que quelque chose comme de l'histoire, sous des espèces multiples, hétérogènes, disséminées, rompues, puisse se nouer autour de cet élément. Voire que le trait, ainsi entendu, en vienne lui-même à induire du récit, à faire histoire. On fait d'histoire une courte séquence, 3 dessins. Un dessin de jeunesse de Degas, un monotype de sa maturité, et la nourrice de Seurat. Ici, le trait ne prétend plus à cerner la figure, mais plutôt à la faire surgir du fond, par le seul effet des différences de texture, du jeu du noir sur le blanc, du blanc sur le noir, du blanc contre noir, du noir contre blanc. Écrire, disait Valéry, c'est gommer. Dessiner, c'est aussi raturer. Mais que fait François Rouen quand, après avoir déchiré un dessin, il en raboute les 2 morceaux par le moyen, précisément, d'une rature. Miro, dessin du 5 novembre 1966. Ici, le trait de pinceau se donne pour ce qu'il est. Un point qui fait tache, un point qui s'étend, un point qui se déplace, un point qui tire au trait. Mon dessin, disait Barnett Newman, déclare l'espace. À quoi il ne réussit, comme le faisait déjà l'incision de Fontana, qu'à jouer de la béance que peut induire le contour quand il ne prétend plus cerner l'ombre ou la figure des choses ou des corps. Rainure, faille, brèche verticale en réserve, blanc sur noir, blanc contre noir. Le trait réduit à un bord, le bord d'un écart, d'un intervalle, l'ombre d'un trait.
le film que vous venez de voir se présentait comme un libre parcours à travers l'exposition Traité du trait, en latin Tractatus Tractus, qui a été présentée au Musée du Louvre au printemps 1995 et dont le département des arts graphiques du Musée du Louvre m'avait confié la responsabilité. Au terme de ce parcours qui se voulait didactique, vous m'aurez vu hausser les bras devant le titre de cette exposition tel qu'il s'inscrivait en lettres d'or sur le mur d'entrée. Et je conçois en effet que ce titre ait pu dérouter certains visiteurs. Traité du trait. L'effet était voulu. Un lieu commun, aujourd'hui répandu, veut qu'une exposition puisse s'égaler à une manière de discours, voire à quelque chose comme une démonstration qui se développerait de salle en salle. De là à la concevoir cette exposition comme un traité, et qui plus est comme un traité du trait, il y a bien sûr un pas, et l'expérience aura précisément consisté à tirer parti de ce qui se présentait comme un défi pour faire l'épreuve des rapports que la réflexion est à même de nouer avec la muséographie. En matière d'art, et singulièrement, comme on va le voir et comme on l'a déjà vu en matière de dessin, les rapports entre le dire et le montrer sont loin d'être simples et univoques. Certes, il y a d'un côté ce qui se montre, ce qui se donne à voir. De l'autre, ce qu'on en dit, peut en dire. Comme il y a d'un côté ce qui se dit ou peut se dire, et de l'autre, ce qu'on est à même d'en montrer, de signifier par les moyens et les voies qui sont ceux de l'exposition. Mais il y a aussi, et c'est cela qui nous importe, ce que le dire est susceptible de nous donner à voir, comme il y a tout ce que la montre, l'exposition, la mostra, comme l'appellent les Italiens, est à même de nous enseigner. Les rapprochements, les recoupements auxquels elle prête, mais aussi les rencontres de toute espèce qu'elle autorise, les voies multiples qu'elle offre à la pensée, pour peu que celle-ci sache ne pas user de l'exposition seulement comme d'une forme ou comme d'un instrument, mais se mette à son école, se prenne à son jeu et le joue, ce jeu, sans crainte de prendre quelques risques. Je parlais à l'instant d'expérience. Et si je tiens à revenir sur celle qu'a représentée pour moi au stade de sa préparation comme à celui de sa tenue cette exposition, c'est d'abord qu'elle répondait à ce qui fait le principe le plus constant de mon travail. Travail tout ensemble d'historien de l'art et de philosophe, puisque c'est là ma double casquette. Travailler non pas tant sur les images, sur les productions, sur les œuvres de l'art, qu'avec elles, en s'efforçant, par ce détour, cette entremise, d'avancer un peu plus loin dans la pensée. À quoi l'exposition impose dès l'abord un correctif, car on ne saurait faire n'importe quoi avec les œuvres, ni en user à toutes les fins qu'on voudra. Au musée, la contrainte est d'autant plus forte qu'on n'y joue plus avec des reproductions, des photographies ou des diapositives, comme on peut le faire dans une conférence ou un séminaire, mais avec les œuvres elles-mêmes, et que c'est des œuvres, et des œuvres seules, que procèdent en définitive les règles du jeu. Pour ne rien dire des contraintes qu'imposent les limites qui sont nécessairement celles de toute collection, si riche soit-elle, comme peuvent l'être les collections du Louvre. On ne peut ni tout faire, ni tout dire, ni tout montrer. Il faut jouer très serré. Si expérience il y a en matière d'exposition, c'est donc celle d'abord de ses contraintes, mais aussi bien de tous les écarts dont elles s'accommodent, de tous les coûts qu'elles autorisent, de tous les choix qu'elles appellent. J'en retiendrai pour premier exemple le tour qui nous aura conduit à distribuer les dessins dans les différentes salles de l'exposition sans aucune considération de nationalité ou d'école, française, flamande, italienne, et en jouant librement de la chronologie pour constituer des séquences formelles et jusqu'à des séquences historiques délibérément aléatoires. Pour ne rien dire de cet autre procédé qui nous aura fait introduire dans un ensemble d'œuvres prises en gros dans une fourchette entre la Renaissance et le XIXe siècle, un certain nombre de dessins résolument contemporains.
à commencer par celui de Barnett Newman, sur lequel se clôturait l'exposition, et bien sûr par l'incision de Fontana, qui en faisait le frontispice. D'entrée de jeu, la mise était ainsi comme redoublée. Pourquoi, en guise d'affiche ou d'enseigne, au départ de ce qui s'annonçait comme une réflexion sur le dessin, et nommément sur quelques aspects, parmi d'autres, de cet objet, ou de ce concept, de cette notion pour le moins hypothétique qu'est le trait, pourquoi cette peinture? Pourquoi ce tableau, cette toile blanche simplement entaillée d'une fente verticale? Le concept spatial de Fontana avait en ce lieu, au départ, je le répète, de l'exposition, doublement valeur d'indice. En tant qu'enseigne d'abord, mais aussi pour la connexion matérielle, physique, dynamique qu'implique la notion d'indice entre le signe visible et le phénomène ou l'acte qu'il dénote. Pas de fumée sans feu, mais pas davantage d'incision dans une toile blanche qui ne procède de quelque chose comme un attentat dirigé contre cette toile même. Ainsi en va-t-il du trait, toujours pensé en Occident en relation par priorité avec un instrument plus ou moins pointu et acéré, qu'il s'agisse de la pointe du stylet ou de celle du crayon, qui attente à la blancheur immaculée du support qui entame la surface du papier. Le point est comme un trou dans la toile ou le papier, le trait comme une incision. Avec, de l'un à l'autre, la distance qui sépare les deux définitions classiques de la ligne. J'ai bien dit de la ligne, pas du trait. La première, qu'on trouve chez Alberti, dans son traité sur la peinture, et qui veut qu'une ligne se réduise à une suite ininterrompue de points à coller les uns aux autres. Et l'autre, que reprendra Léonard de Vinci, qui assimile la ligne au parcours, à la trajectoire que décrit un point en mouvement. Le trait, ce que je nomme le trait, jouant précisément dans cet intervalle entre le point et la ligne, entre la percussion et l'incision, entre une action strictement ponctuelle, instantanée, et un mouvement développé dans un temps si bref soit-il. Après le détour par la peinture, ou ce qui en tient lieu dans notre culture aujourd'hui, un autre détour, lui aussi préalable, s'imposait par la Chine ancienne. La Chine qui, par l'entremise de ses calligraphes et des peintres qualifiés de lettrés, assignait valeur de principe au trait de pinceau, ou comme le disait Shitao, l'un des derniers peintres lettrés, dans ses propos sur la peinture qui datent du XVIIIe siècle, l'unique trait de pinceau. Le caractère yi, qui signifie un, se réduit à un court segment de ligne horizontale d'une seule venue, compris entre une attaque et une finale du pinceau. Soit le graphème le plus simple, le plus élémentaire, en même temps que l'unité de base dont disposaient les calligraphes autant que les peintres, et dont tous les graphes, tous les tracés nés des jeux du pinceau et de l'encre ne seront qu'en des variantes ou des combinaisons, comme l'a bien montré Pierre Ryckmans dans son commentaire des propos sur la peinture. Si loin que vous alliez, écrivait Shitao, si haut que vous montiez, il faut commencer par un simple pas. À ceci près que le trait censé signifier l'unité, l'un inentamé, revêt dès l'abord la figure d'une entaille, sinon d'un attentat, d'un événement proprement catastrophique. La marque ne saurait prétendre à l'unicité qui est celle de la pure présence, qu'à renoncer à ce qui fait son opération en même temps que la condition de son surgissement. Je recommence. La marque ne saurait prétendre à l'unicité qui est celle de la pure présence, qu'à renoncer à ce qui fait son opération en même temps que la condition de son surgissement pour se réduire à un concept, une idée. Il n'en va pas autrement du trait en Occident, encore que sous de toute autre espèce. Le détour par l'incision de Fontana et la peinture de bambou qui le suivait immédiatement, cette peinture de bambou qui correspond à l'un des grands achèvements de la peinture lettrée, aura permis d'introduire par différence la question du trait. Je dis bien
la question du trait, sinon le trait comme question, et comme question posée à la matière de dessin, aussi bien qu'aux critiques ou aux philosophes. Prétendre traiter du trait par les voies et moyens qui pouvaient être ceux d'une exposition, c'était s'exposer soi-même au risque de voir l'objet en question se dérober si bien à nos prises qu'au terme du parcours, on n'en saisirait plus que l'ombre. Ainsi que je l'ai dit à propos de The Break, la brèche, autre incision de Barnett Newman. L'ombre d'un trait. Ceci nous reconduit à la question posée au départ du film. Que voyons-nous dans un dessin? Qui voyons-nous vraiment quand nous prétendons ce dessin le considérer pour lui-même, abstraction faite de ce qu'il représente, si la chose est possible? Si la chose est possible, et bien sûr, elle ne l'est pas. Et pourtant, tout le travail, que ce soit celui du connaisseur ou de celui qui s'efforce à penser ce qu'il en est du dessin, tout le travail commence là, à ce point, ce trait, ce moment qui peut sembler être celui d'une aberration. Si la référence à Wittgenstein m'a paru s'imposer tout au long de cette exposition, et du catalogue lui-même en forme de traité, de tractatus dont elle s'accompagnait, c'est que nul mieux que ce philosophe n'a su poser ces deux questions qui s'inscrivaient au départ de notre entreprise. Que voyons-nous? Que voyons-nous vraiment dans un dessin quand nous prétendons le viser sous son seul aspect graphique? Et cette autre question, qui n'importe pas moins, que nous donne à voir en l'espèce le concept de trait? Ou, comme le demandait encore Wittgenstein, comment un concept en vient-il à faire partie de ce que nous voyons? Au risque, pour ce que nous nommons le trait, comme je viens de le dire, d'échapper à nos prises, non seulement en tant que concept, mais en tant qu'objet. L'objet précisément que désignerait ce concept ou qui lui correspondrait. La difficulté, et c'est en cela qu'on est en droit de parler d'une expérience, consistait dès lors non pas tant à donner à lire au visiteur ces questions, qu'à lui imposer d'en faire l'épreuve par le détour d'une distribution calculée des œuvres sous quelques grandes rubriques, elles-mêmes descriptives, autant que conceptuelles. Pinceau, mais aussi, comme vous l'avez vu et entendu, contour, géométrie, expression, histoire. Histoire au pluriel, car il n'y a pas et ne saurait y avoir d'histoire au singulier du dessin, pas plus qu'il n'y a et ne saurait y avoir d'histoire au singulier de la photographie, mais seulement des histoires au pluriel, ou pour mieux dire des bouts, des fragments, une multiplicité d'histoires. Avec, constamment présente à l'esprit, l'idée que si le travail d'exposition devait avoir un sens, c'était dans la mesure où l'on pouvait ignorer les textes portés sur les murs. La chose valant a fortiori pour le catalogue lui-même et la suite d'images qu'il proposait, aussi bien que pour le texte dont s'accompagnaient ces images et qui empruntait d'elles son sens, qui en était l'illustration qui travaillait avec elle, selon le programme que j'ai dit. Pour ma part, je m'en suis tenu strictement aux principes posés dès l'exergue du catalogue emprunté à Paul Valéry. J'accompagnerai ces images d'un peu de texte que l'on puisse ne pas lire ou ne pas lire d'un trait. L'ombre d'un trait. Voilà donc à quoi nous en serions réduits au terme de ce parcours et de la lecture éventuelle du catalogue en forme de traité publié à l'occasion de cette exposition. Mais ombre, ce terme vaut de nous retenir dès lors qu'il joue un rôle déterminant dans le mythe gréco-latin d'origine du disegno, c'est-à-dire du dessin, en tant qu'il serait lui-même au départ des arts plastiques, peinture, sculpture, architecture. Et qu'il joue un rôle, ce mot ombre, aussi bien dans le récit d'origine de la peinture de bambou, tel qu'il avait cours dans la Chine ancienne. La règle voulant, je cite, que celui qui apprend à peindre le bambou en prenne une branche et profite d'une nuit de lune pour en projeter l'ombre sur un mur blanc. Alors la figure véritable du bambou apparaîtra. À ceci près que la fille de Corinthe
n'aura rien su retenir d'autre de son amant que le contour de son ombre portée sur le mur. Au lieu que le peintre lettré chinois s'essayait à reproduire d'un seul trait de pinceau l'ombre des feuilles de bambou telle qu'elle pouvait transparaître à contre-jour sur un écran de soie ou de papier. Il y a là une opposition décisive et qu'on peut tenir pour distinctive de deux cultures. En Occident, l'ombre n'est jamais qu'apparence, simulacre, comme le veut le mythe platonicien de la caverne. Pour leur part, les peintres lettrés de la Chine ancienne y reconnaissaient au contraire une abstraction qui donnait accès à l'essence même des choses, sous l'espèce du spontané avec lequel devait renouer l'unique trait de pinceau. Le pinceau peut bien faire la pointe. Même manié avec la plus grande légèreté, il n'atteindra jamais à la finesse de tracé qui peut être le fait de la pointe d'argent et plus encore celle du crayon. Trotsky, qu'on s'étonnera peut-être de voir cité ici, Trotsky disait de la guillotine qu'elle avait donné un peu de son tranchant à la langue française. Ce qui est sûr, c'est que le crayon Comté, lui-même inventé à la veille de la Révolution française, aura conféré sa pointe au dessin de David, comme à celui d'Ingres, en attendant que vienne le tour de Picasso. Mais cela ne serait rien encore si l'art d'Occident n'avait noué avec la géométrie, dès leur commune origine grecque, une relation sans équivalent dans aucune autre culture, et qui commence seulement de se défaire aujourd'hui, la topologie prenant le relais de la géométrie progressivement, comme on le voit chez Mondrian ou sous de tous autres dehors graphiques chez Dubuffet. Comme l'a montré le philosophe Edmond Husserl, dans un texte à tous égards fondateur sur l'origine de la géométrie, celle-ci, la géométrie, aura commencé par s'instruire sur les figures toujours plus régulières, les volumes aux arêtes toujours plus nets que lui proposait l'art, et dont les pyramides d'Égypte sont comme l'exemple presque trop parfait. Mais l'art occidental, et d'abord le disegno, le dessin, aura été lui-même comme hanté constamment par ce qu'un spécialiste de la culture antique, Jackie Pigeot, a nommé une rêverie de la limite. Rêverie qui était quant à elle d'ordre ou d'inspiration proprement géométrique. Dans son traité de la peinture, Alberti conviendra que force était au peintre de donner à voir les points et les lignes, là où le géomètre prétend n'en connaître que par la seule pensée, dans l'abstrait, et ne concevoir de points que sans étendue, de lignes que sans épaisseur. Pour autant, le peintre, disait-il, ne doit pas donner trop de consistance aux contours de ses figures, faute de quoi ces contours apparaîtront sur la surface du mur, comme sur celle de la toile ou du papier, comme autant de fissures qui l'entailleront, à la façon de la toile blanche incisée de Fontana. La difficulté, sinon l'obstacle qui s'oppose à tout projet d'écrire une manière ou une autre d'histoire du dessin en Occident, est liée à ce qu'il faut bien nommer un refoulement, aussi bien qu'au retour permanent du refoulé qui en est le corollaire. Refoulement de tout ce qui fait l'activité spécifique du trait et qui le caractérise en tant que tel. Refoulement de ses aspérités, autant que de ses débordements, au bénéfice de la ligne, qu'elle apparaît comme l'espèce sublimée. Mais qu'on s'entende bien, le fait que la ligne se présente comme l'idéal du trait, à tout le moins en Occident, n'exclut aucunement, bien au contraire, que le trait ne s'affranchisse à l'occasion de ce qui serait son destin obligé, et ne prête à des façons toujours renouvelées de dévergondage. Pour les besoins de la démonstration, j'en ai retenu 3 échantillons, respectivement de la main de Tintoret, de Goya et de Dubuffet. La contrainte, qui était, comme je l'ai dit, le propre de l'exposition, m'interdisait de disposer, comme je l'aurais voulu, d'un dessin de Jackson Pollock. Elle a eu pour effet de m'imposer d'entreprendre de la tourner, cette contrainte, en jouant de ce qui, dans le dessin, transcende, pour ainsi dire, toute inscription historique ou y échappe. L'un des dessins préparatoires de Delacroix pour la mort de Sardanapale, si l'on feint d'ignorer ce qu'il représente,
offre l'exemple d'un trait qui semble avoir retenu intact quelque chose de l'énergie pulsionnelle dont il a procédé à l'origine. Si l'amour a guidé la main de la fille de Corinthe, s'il fut, dit-on, l'inventeur du dessin, comme le rappelait Jean-Jacques Rousseau, c'est la pulsion qui aura conduit la plume de Delacroix dans ce gribouillage de part en part astreint au mouvement qui est celui du désir, à la loi de la libido. Le trait opérant, en l'occurrence, au plus près de l'inconscient, et pour ainsi dire hors histoire, ainsi qu'il semble le faire à tous les moments du dessin qui comptent précisément dans l'histoire de cet art, au sens hautement problématique du mot histoire que j'ai dit. Le paradoxe n'est sans doute qu'apparent, mais il était plus aisé de le mettre en évidence par les moyens qui étaient ceux de l'exposition que de l'articuler par les voies du discours. Réduit qu'est celui-ci, le discours, en matière d'art, a toujours travaillé dans la marge et sur la seule ombre portée qu'il peut trouver par son opération à s'y projeter. L'ombre du concept, quand il en vient à faire partie de ce que l'on voit, l'ombre d'un trait, l'ombre du trait.